avec ses réalisations, avec sa biographie, vous allez voir, c'est très difficile, d'autant plus que je suis supposé le faire en 2 minutes. Mais je vais faire mon maximum. Vous savez, M. Turp a eu différentes vies qu'il a vécues de manière simultanée. Sa première, sa vie de professeur. Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 1982. Il a enseigné, je veux dire notamment, le droit international public, le droit constitutionnel, les droits fondamentaux. Puis il a travaillé, il a livré beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles sur ces sujets. Donc, il est avocat? Je ne sais pas s'il est un membre du barreau, donc je ne vais pas faire chicaner. Ça coûte trop cher. Pour que ça Et M. Turp a reçu aussi la distinction de professeur émérite aussi à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, justement, pour couronner l'ensemble de son œuvre. Il a été extrêmement impliqué dans la petite communauté du droit international aussi, que ce soit au Québec ou à l'étranger. Il est président du conseil d'administration de la Société québécoise de droit international et sur le conseil d'orientation du réseau francophone de droit international. Il est également aussi, puis j'ai dû faire des choix, je ne peux pas tout nommer les fonctions de notre invité, mais il est aussi président de l'Association québécoise de droit constitutionnel. Et tout récemment, en 2024, il a été aussi nommé membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il pourra peut-être, bien que ce soit un homme modeste, vous expliquer tout à l'heure ce qu'il en est, mais c'est vraiment une grande distinction. Il a aussi été cofondateur du concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau, qui a fêté sa 40e année cette année. Et pourquoi je voulais le souligner, c'est que j'ai eu l'honneur en 2014 de représenter l'Université de Sherbrooke quand j'étais à la maîtrise, justement, à ce procès simulé-là en droit international. C'est vraiment une belle communauté, c'est encore aussi dans toute la francophonie. Donc, il y a des équipes de partout dans le monde, des facultés de droit francophones partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Naguère, il y avait une équipe de Russie, là, je ne sais pas ces temps-ci comment ça va, mais à mon époque, il était là. C'est vraiment... Ben oui. Oui, donc, ça permet aux étudiants de voyager un peu partout dans le monde. Je crois que c'était à la Havane l'année passée, à Cuba. Chaque année, ça change d'endroit. Et moi, j'ai eu la chance en 2014 de visiter la magnifique ville de Longueuil parce que l'Université de Sherbrooke était la ville hôtesse. Au-delà de tout ça, aussi, en marge de tout ça, M. Turp est aussi diplômé et poursuit des études en musicologie. C'est un ambassadeur du domaine culturel et artistique québécois et il démontre encore une fois que c'est une de ses passions. Il a aussi mené pendant tout ce temps aussi un parcours de militant. Vous savez, de militant évidemment pour l'indépendance du Québec. Dès ses études à la maîtrise, en 1979, il publiait son mémoire de maîtrise sur le droit de sécession en droit international public et son application au Code du Québec en 1979. C'est ce qu'on appelle en latin le sens du timing. Et il n'y a pas dérougi depuis. M. Turp aussi a été député du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada pour la circonscription Beauharnois-Salaberry de 1997 à 2000. Il a été député du Parti québécois à l'Assemblée nationale dans la circonscription de Mercier de 2003 à 2008. Depuis aussi, M. Turp s'est reconverti, si on veut, dans la politique non partisane, mais qui est tout aussi utile pour notre quête de faire l'indépendance du Québec. Il est président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales depuis sa création en 2005. Donc, c'est une institution qui publie des recherches, des études scientifiques qui visent, encore une fois, à nous appuyer, à documenter nos arguments pour l'indépendance du Québec. Il préside maintenant aussi, c'est pour ça qu'il est là ce soir, l'organisme Droit collectif Québec, qui vise à contribuer à la défense des droits collectifs sur le territoire québécois, puis égard notamment aux droits linguistiques et constitutionnels des citoyens et des citoyennes. Donc, la conférence s'annonce évidemment passionnante. Sur un plan plus personnel aussi, vous savez, M. Turp a toujours été, malgré ses grandes réalisations, extrêmement généreux, extrêmement accessible. Quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, mes collègues et moi de la fac de droit, on avait fondé une association étudiante indépendantiste, le groupe de réflexion sur la souveraineté du Québec. M. Turp était venu nous voir 2 fois livrer une conférence. Et là, ça fait longtemps quand même, mais la première, si je ne m'abuse, c'était en 2011.
M. Turp est venu nous présenter son offensive juridique contre le gouvernement conservateur qui voulait retirer le Canada en fait, du protocole de Kyoto à l'époque. En 2013, encore une fois, si je ne m'abuse, M. Turp est venu nous présenter aussi, qui livrait un plaidoyer aussi pour l'adoption d'une constitution québécoise. M. Turp a contribué à l'aube du référendum en 1995, avait même, si j'ai bien compris, tablé sur un projet de constitution du Québec. Et il a récidivé quand il était député aussi à l'Assemblée nationale. Il a même déposé 2 projets de loi en lien avec l'adoption d'une constitution québécoise. Et il est venu, il a publié un ouvrage aussi, je pense, en 2013, qui venait un peu faire la recension de tous ses écrits, toutes ses réflexions sur le sujet. Donc, je tiens à souligner, M. Turp, évidemment, professeur, toujours été extrêmement proche des étudiants, toujours été extrêmement généreux de son temps. Donc, je tiens à le remercier. Ça fait plaisir de vous revoir après toutes ces années-là. Et là, on me susurre à l'oreille que j'ai dépassé mon 2 minutes. Alors, je tiens à réitérer, je vous remercie d'être là ce soir. On est extrêmement privilégiés de recevoir M. Turp. Alors, je vous invite à l'accueillir chaleureusement, M. Daniel Turp. Cette gentille présentation. Et je suis très content d'être ici, dans ma capitale nationale. Vous savez que le Montréalais que je suis aime bien davantage sa capitale nationale. Et pour l'avoir fréquenté, vécu à Québec, y revenir souvent, j'adore cette capitale qui mérite d'être la capitale d'un pays, n'est-ce pas? Moi aussi, je me permets de saluer d'anciens collègues, Paul Crête, Paul, de saluer tout à l'heure, puis Paul et moi, on a vécu des moments fascinants à la Chambre des communes ensemble, mais des moments difficiles. Hein, Paul se rappellera que ça avait été très difficile pour les députés du Bloc de voir la loi sur la clarté être adoptée à la Chambre des communes. On avait voulu nous humilier en chantant Yeah, yeah, goodbye. Ça, c'est un souvenir, hein, n'est-ce pas, Paul, qu'on a trouvé difficile. Je salue Mme Desbiens, Luc Ferland, qui me rappelait tout à l'heure qu'il entendait ma musique classique dans l'hôtel du Parlement, là, le matin tôt, quand on rentrait tous les deux au travail à l'Assemblée, pour bien servir les citoyens et les citoyennes que nous y représentions. Et je salue quand même aussi quelques amis que je retrouve aussi souvent à Québec quand j'y viens. Renaud Lapierre, mon grand copain de toujours, avec qui on continue d'échanger sur la vie politique, étant tous les deux encore convaincus depuis toujours, depuis qu'on était étudiants ensemble à l'Université de Sherbrooke, qu'il faut un pays pour le Québec. Et mon ami Clément Duhem, on a parlé de francophonie. Vous savez qu'ici, on a l'administrateur général de la francophonie, l'ancien. Ça me fait vraiment plaisir et aussi de voir tout ce monde un vendredi soir, comme vous l'avez dit, parce que c'est bon signe. On ne pas que c'est bon signe. Il y a beaucoup de gens là maintenant qui assistent à des événements du Parti québécois qui reprendre la force, reprendre la vigueur. Tous les sondages nous l'annoncent, y compris celui de ce matin. Vous avez vu là, 36%, 46% chez les francophones. Ça, si on projette ça en termes de sièges, ça nous donne un beau gouvernement ou un parlement où on a la majorité à l'Assemblée, où on peut initier donc, un nouveau processus visant à amener les gens à voter et des générations nouvelles à pouvoir voter pour le pays. Alors donc ça me fait plaisir de voir que ce parti, ce grand parti est vivant chez des jeunes comme vous là, mais aussi beaucoup d'autres jeunes. Vous avez remarqué jusqu'à quel point maintenant les jeunes adhèrent au projet
projet de pays. Et moi, je l'ai vu cet été, vous en avez peut-être entendu parler, l'organisme Oui Québec, là, qui a une formidable présidente, Camille Goyette-Gingras, avec pleine d'énergie, pleine de vie, là. Elle a mobilisé 5000 jeunes le 23 juin au Parc La Fontaine. J'y étais, là, moi j'étais là, je n'étais pas parmi les plus jeunes, mais là j'avais le sentiment de revivre ce que moi j'avais vécu dans 1974, 15, 16, exactement ce que j'avais vécu. Les jeunes le vivaient maintenant. Il y avait des vies, le Québec libre, tout le temps, là. Les chanteurs, les artistes qui étaient sur scène scandaient Vive le Québec libre. Alors donc, ça fait 2000 ans, on avait le sentiment que les gens reprodaient vraiment tout l'envoi, les jeunes le faisaient. Alors, comme Mathieu l'a annoncé, je suis surtout ici parce que, comme président de Droit collectif Québec, c'est Étienne Alexis Boucher, l'ancien député de Johnson. Vous connaissez Étienne Alexis, c'est aussi le fils de Claude Boucher, qui a été député Johnson, qui a créé cet organisme, le Droit collectif Québec, qui est un organisme qui vise à faire respecter les droits collectifs au Québec, et le droit collectif de la nation québécoise a décidé de son avenir. Et donc j'ai accepté cette invitation, surtout avec ce chapeau-là, et avec cette proposition de vous parler de droit collectif ou du droit collectif de la nation québécoise à disposer d'elle-même, son droit à l'autodétermination, comme on le dit souvent dans d'autres pays, comme en Catalogne par exemple, qui veulent être indépendants comme nous, qui parlent du droit de décider. Alors c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Je vous présente un exposé un peu académique au départ, mais je me propose aussi de vous formuler 3 idées, 3 propositions, comment défendre. C'est ça la proposition que vous avez faite, le titre, c'était comme l'importance de défendre son droit de décider par lui-même. Alors donc, vous allez voir, j'ai 3 idées sur la façon de le défendre dans les prochains mois, les prochaines années, parce que je pense que c'est important de le défendre. Un droit qu'on ne nous reconnaît pas toujours, ou qu'on veut nous empêcher d'exercer, ou à nos conditions. Alors, donc, je vais vous parler de ça. Donc, ça va être un peu académique au départ, mais vous inquiétez pas, là, quand on fait de la politique, on n'est plus jamais totalement académique. Un peu comme Jacques-Yvan Morin, dont on n'a pas parlé encore, mais vous savez, aujourd'hui, moi, je suis venu ici, à Québec aussi, ça tombait bien. Ce matin, une petite anecdote quand même, ou en fait, ça va avoir un écho dans les prochains jours. Je suis venu aux Archives nationales, dans le beau pavillon Casso à l'Université Laval. Il y a aussi la faculté de musique. Et pourquoi? Parce que j'allais faire des recherches pour tenter de savoir s'il y avait quelque chose dans les archives nationales ici à Québec sur la mission secrète de Jacques-Yvan Morin avant le référendum de 1995. Parce que M. Parizeau, vous allez le savoir la semaine prochaine, Antoine Robitaille qui travaille, M. Parizeau avait demandé à Jacques-Yvan Morin de se rendre à Paris et de rencontrer tout ce qui bougeait, toutes les personnes importantes aux affaires étrangères, au Quai d'Orsay, autour du Premier ministre, autour du président Jacques Chirac, pour s'assurer que la France nous accompagnerait et dirait des choses importantes après le oui. Et même on tentait de dire que la France reconnaîtrait le Québec souverain. Alors donc, j'ai mis la main sur plein de documents fascinants sur toutes les rencontres que M. Morin a eues entre le 27 et le 30 octobre. Et M. Parizeau, dans cette partie du grand jeu, avait préparé le terrain avec la France. Et si on avait voté oui, en fait, on a voté oui.
Ça a été volé, le référendum de la République. Moi, je suis plus gêné. Et alors donc, je suis venu aussi à Québec pour constater que dans le fond, à Québec Morin, il y avait tous ces documents assez fascinants sur la mission de l'émissaire spécial qu'il avait été. Ça prouvait jusqu'à quel point aussi il y avait une volonté de réussir le projet d'indépendance, puis d'avoir le soutien de la France dans la suite des choses. Alors donc, parlez-en pas trop, attendez l'article que va publier M. Robitaille sur cette question-là, mais je crois que ça devrait vous intéresser. Alors, donc, avec mon ami Daniel, merci Daniel. Daniel va m'aider pour vous présenter allez-y pour le prochain, cette présentation. Puis bien sûr, arrêtez-moi aussi là pour qu'il y ait des questions, parce que je souhaitais vraiment répondre à vos questions et avoir des échanges avec vous. Alors, ce que je me proposais de faire, c'est une petite introduction, puis ensuite, vous parler du droit collectif du peuple québécois à disposer de lui-même, en droit international public, en droit constitutionnel canadien, mais aussi en droit constitutionnel québécois, parce qu'on a le droit de parler du droit constitutionnel québécois, parce qu'on a une constitution québécoise matérielle, elle n'est pas formelle. Là, M. Jolin Barrette a eu le mandat d'en déposer une constitution du Québec. On l'a appris officiellement dans le discours inaugural qui a été présenté mardi dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Legault. Mais je vais vous parler de ce que nous avons dans notre droit constitutionnel québécois concernant cette question du droit à disposer de nous-mêmes. Puis ensuite, puisqu'on m'a parlé de la défense de ce droit, j'ai des propositions à vous faire ou à vous présenter pour vos commentaires et observations sur l'idée de la réaffirmation du droit comme étant une façon de défendre ce droit, l'idée d'adopter des règles de blocage, parce qu'il faudrait peut-être bloquer des choses qu'on n'a pas bloquées en 1995, des choses qui ont été faites sans égard à nos lois, mais j'en dirai plus long là-dessus. Puis la nécessité, sans doute, d'avoir la prochaine fois des observateurs internationaux. Et puis, il y en a une autre mesure dont je vais vous parler qui n'est pas là, à laquelle j'ai pensé depuis que j'ai terminé de préparer ce document, puis je ferai une courte conclusion. Je vous annonce déjà que je vais vous lire une citation de Guy Rocher. Oui. Guy Rocher, dont on a honoré la mémoire. J'y étais d'ailleurs à la salle Pierre-Mercure. C'était un beau moment, c'était un moment émouvant, incroyable. Moi, j'ai écrit, vous avez peut-être vu l'article que j'ai co-signé hier dans le Devoir, où je laissais penser que la meilleure façon de rendre hommage à M. Rocher, c'était de faire un pays, puis le Québec, à son image. C'était un homme exceptionnel. Mais vous allez voir la belle citation que j'ai retenue à la fin. Bien, ok, introduction. Bien. Alors, droit collectif Québec, j'en dis juste un mot parce que on fait des trucs à droit collectif que on n'a jamais fait avant. On poursuit un peu nos adversaires, là, parce que les tribunaux, là, ils ont surtout été utilisés par nos adversaires. Les adversaires de la loi 101, les adversaires de la loi sur la laïcité. Toutes les choses qu'on a fait, que notre Assemblée nationale a fait pour promouvoir, en fait, le droit collectif du Québec de disposer de lui-même, de décider que la langue française était la langue officielle et commune, ou que le principe de la laïcité devait gouverner nos relations entre citoyens au sein des institutions, parce que pour nous, c'est un principe important. Alors là, vous le savez comme moi, là, que depuis longtemps, on saisit des tribunaux, là, puis on fait déclarer inconstitutionnel en utilisant en plus la charte canadienne qu'on n'a jamais acceptée. Et on réussit, puis notre charte de la langue française, on l'a comparée parfois à un gruyère. Puis si vous allez la lire, là, vous allez voir, il y a plein d'articles où c'est écrit abrogé, supprimé, parce que c'est la Cour suprême qui a décidé que
Et on n'avait pas le droit de légiférer pour une certaine façon de faire de la langue française la langue officielle et commune en matière de justice, par exemple, où tout doit encore être bilingue. La laïcité, vous le savez, là, la Cour suprême va statuer bientôt sur le droit de même utiliser la clause qu'on appelle de suprématie parlementaire. Alors nous, à Droit collectif Québec, on a dit, on va faire la même chose, nous. Puis on va aller défendre nos lois. Puis on va aller, par exemple, dire que la Cour suprême du Canada, ça n'a pas d'allure, là, elle n'accepte pas de traduire ses jugements en français. Hein? Plein de jugements, des milliers de jugements n'ont jamais été traduits en français, ne sont pas rendus accessibles. Alors on a une affaire qui est devant les tribunaux, où qu'on nomme des juges, là, comme M. Robert Lecky, là, un juge là, qui ne répond pas, il ne respecte pas les critères. Là. Il n'a pas fait 10 ans au barreau, mais on l'a nommé parce que lui, c'est un grand multiculturaliste, là, et Justin Trudeau l'a nommé juste avant de partir, là, pour être sûr qu'un jour, il puisse juger de la constitutionnalité de nos lois linguistiques, de nos lois sur la laïcité ou d'autres lois qui sont des lois qu'on fait à notre image, en fonction de nos principes et de nos priorités. Dans le collectif, on fait ça, puis là, on commence à déranger, parce qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir des recours juridiques. On a un très bon avocat, la personne de François Côté, qui est un jeune constitutionnaliste, qui vient d'obtenir son doctorat, très préoccupé par le droit civil, la place de la tradition civiliste au Québec. Et donc, on pourrait nous suivre, vous pourrez nous aider aussi, si vous voulez, de contribuer financièrement à droit collectif. Là. Et on a même réussi, vous savez, c'est notre bon coup. Vous savez qu'il y a un fonds de contestation judiciaire à Ottawa, là, où il donne de l'argent à ceux qui contestent des lois. Puis généralement, c'était surtout nos adversaires qui recevaient de l'argent. Mais là, nous, on a trouvé de l'argent, on va chercher notre part du butin là, pour aller défendre nos lois. C'est surtout ça qu'on fait. Il faut défendre nos lois, défendre nos principes, défendre nos valeurs. Alors, donc, droit collectif, un petit mot sur l'organisation DCQ qu'on a créée. Mais OK, arrivons au fond des choses. Les droits collectifs, c'est quoi? Parce qu'on se pose souvent la question, c'est quoi un droit collectif? C'est très simple, la définition d'un droit collectif. C'est un droit qui appartient donc à une collectivité, à un groupe de personnes. Et par opposition aux droits individuels, qui sont des droits qui appartiennent à des individus. Puis, on connaît surtout les droits sous l'angle des droits individuels, parce que autant les grands instruments internationaux, les traités, les déclarations, garantissent surtout des droits individuels, des droits civils, des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux, culturels. Et les articles disent toujours comme toute personne a, chacun a. Et donc, c'est des droits appartenant à des individus. Ou parfois, c'est un peu compliqué, parce que, par exemple, pour les minorités, les instruments internationaux disent que c'est toute personne qui appartient à une minorité. Alors, ce n'est pas la minorité qui a un droit, c'est la personne qui appartient à la minorité. Donc, c'est un droit individuel et pas un droit collectif. Alors, quand on regarde les instruments internationaux, les droits collectifs, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un qui est très important, puis c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination des peuples. Et c'est celui-là dont on va parler ce soir, bien qu'il y a d'autres droits collectifs, par exemple les droits des peuples à la paix. Imaginez là, ce qui se passe en Ukraine, puis à Gaza, puis au Myanmar, puis ailleurs, c'est pas drôle, là, le droit des peuples à la paix, ou le droit des peuples à un développement, le droit au développement qui est aussi attribué au peuple, pas aux individus. Mais on en parle peu, puis ils n'ont pas la même consécration juridique que le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors donc, je vais vous parler, après avoir donc rappelé de façon très succincte la différence entre droit collectif et les droits individuels,
ce qu'est ce droit collectif des peuples à disposer d'eux-mêmes. Prochaine. Alors, oui. Pour le DCQ, pas vraiment. Ben, parfois, parce que des personnes morales peuvent rester en justice et pas seulement des individus. Ou un groupe d'individus, oui, comme personne morale a un droit de rester en justice. Alors, ça, on pourra aussi préciser que parfois, les personnes morales, qui sont des groupes, ont un certain nombre de droits qui leur sont reconnus, même par les chartes, là, où il y a surtout des droits individuels, mais où, dans certains cas, mais c'est quand même rare qu'il y a des droits collectifs, même des personnes morales. Mais alors, donc, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont on parle souvent, beaucoup, nous, là, depuis le début du Parti québécois, depuis le début du mouvement indépendantiste, même à l'époque de l'Alliance laurentienne, là, et ensuite le RN, le RIN, on a toujours fondé le droit du Québec d'être un État, de devenir un État souverain indépendant sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a toujours basé ça sur le droit international. Puis pourquoi? Parce que la Charte des Nations Unies, dans son article 1er, au tout début de cette Constitution mondiale, en quelque sorte, affirmait que les buts des Nations Unies sont de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc, dès 1945, c'était la première fois qu'on le faisait de façon aussi claire. On affirmait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, des peuples, donc une collectivité, donc ça, c'est un droit collectif. Mais ce n'était pas trop précis, c'était très général. Mais 21 ans plus tard, on adopte un traité, ou deux traités en fait, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le premier article et le seul est un droit collectif. Tous les autres articles de ces deux traités internationaux, qui sont des traités d'ailleurs ratifiés par plus de 160 pays, y compris le Canada, depuis 1976, ont donné beaucoup plus de précision sur ce qui sont les titulaires de ce droit collectif. Puis ça, c'est très important, cet article-là, dans notre argumentation qui justifie que le Québec a le droit de disposer de lui-même en vertu du droit fédéral. Alors, l'article 1er, qui est commun aux deux pactes, dit « tout », je l'ai mis en bleu là, « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes ». Puis là, on nous précise, ça veut dire quoi, le droit des peuples à disposer? Ça veut dire qu'en vertu de ce droit, les peuples déterminent librement leur statut politique, première chose, leur statut politique, et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Donc, il y a deux facettes au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit de déterminer librement son statut politique, indépendance, autonomie, droit culturel pour des personnes qui ne veulent peut-être pas être un État autonome ou un État indépendant ou souverain, mais aussi d'assurer librement leur développement économique, social et culturel. Et ce qui est le plus important dans cet article-là, c'est tout, c'est tous. C'est pas juste les peuples coloniaux, c'est pas juste les peuples qui sont assujettis à une domination dans un contexte qui n'est pas nécessairement colonial, ou le colonialisme européen. Et donc ça veut dire que c'est un droit universel. Puis quand quelqu'un vous dit là, que non, c'est pas pour tous les peuples, c'est pas pour le peuple québécois, puis c'est pas pour le peuple écossais, puis non. Il dit comme il faut, là, l'article 1, paragraphe 1, c'est tous les peuples. Puis l'autre chose, c'est pour vous nourrir d'arguments, là, de gens qui vont dire non, c'est pas. Ben, même si c'est tous les peuples, c'est pas l'indépendance. C'est pas l'indépendance. Parce que c'est juste les peuples coloniaux qui ont droit à l'indépendance, sous domination étrangère. Non, c'est pas ça qui est écrit. Ils déterminent librement leur statut politique. Là. Ça exclut rien, là. Si on avait voulu exclure l'indépendance, on l'aurait dit. Non, mais ça ne l'exclut pas. Ça l'inclut.
Et là, donc, moi j'ai toujours argué, toujours fait l'argument que cet article, ce traité international, auquel le Canada est parti depuis longtemps, depuis 50 ans, ça va être 50 ans l'an prochain, nous donne le droit, un droit collectif au peuple québécois de déterminer librement notre statut politique, mais aussi, ça c'est important, d'assurer librement notre développement économique, social et culturel. Ça veut dire, si on veut faire passer des pipelines là, sur notre territoire du Québec, là, ça, on est libre de dire qu'on ne veut pas ça. Là. Parce que, tu sais, en vertu de notre droit de disposer de nous-mêmes, on peut assurer librement notre développement économique, par exemple. Alors, donc, ça, c'est une base importante. Puis, si vous allez à l'autre diapositive, vous allez voir que longtemps, on nous a dit, mais oui, mais il y a l'intégrité territoriale. Tu sais, vous ne pouvez pas faire ça, l'indépendance. Disons, même si vous êtes un peuple, puis on vous reconnaît comme peuple, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous allez porter atteinte à l'intégrité territoriale du Canada. Ça a été l'argument qu'on a entendu dans les 2 derniers référendums, puis vous avez peut-être, disons, un droit à l'autodétermination, mais certainement pas là, de vous séparer parce que vous portez atteinte à l'intégrité territoriale du Canada. Vous le séparez en 2 en plus, l'Ontario, puis l'Ouest, puis là, il y a 2 provinces maritimes, là, puis là, vous... Ben, regardez, là, ça c'est formidable ce qui est arrivé. Parce qu'en 2010, la Cour internationale de justice, dans un avis qui portait sur le Kosovo. Le Kosovo, c'est ce petit État qui faisait partie jadis de la Yougoslavie et qui est revendiqué par la Serbie, qui empêche même encore aujourd'hui d'être un membre des Nations Unies, s'agissant du Kosovo. Mais la Cour internationale de justice, elle a statué dans un avis qui avait été demandé par l'Assemblée générale. C'est un peu surprenant. Elle a dit... le principe d'intégrité territoriale, là, ça s'applique juste dans les relations entre les pays souverains. Puis c'était un avis où on demandait l'avis de la Cour sur est-ce que le Kosovo, qui avait fait la déclaration unilatérale d'indépendance, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, la déclaration d'indépendance, mais si c'était illégal. Puis ceux qui plaidaient que c'était illégal disaient oui, mais ça va à l'encontre de l'intégrité territoriale, donc on n'a pas le droit de faire de déclaration unilatérale d'indépendance en vertu du droit. C'est la cause du principe de l'intégrité territoriale. Puis là, après avoir dit que ce principe-là existe, qui est mentionné dans la charte, qui est mentionné dans une déclaration de 1975 relatif au principe du droit pénal, elle a dit à la fin la portée du principe de l'intégrité territoriale est donc limitée à la sphère des relations interétatiques. Donc ça s'applique juste entre pays, pas dans les relations entre un peuple à l'intérieur d'un pays. Ça veut dire par exemple la France ne devrait pas encourager les Basques ou les Catalans qui sont des voisins, là, parce que les pauvres Basques et les pauvres Catalans, ils sont écartelés entre 2 pays, les Kurdes encore pire, là. Mais ils ont dit non, ça s'applique peut-être à la France dans sa relation avec l'Espagne, donc la France ne va pas porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Espagne en encourageant, par exemple, des mouvements sécessionnistes. Mais ça ne s'applique pas dans les relations entre un peuple et le pays. Donc, l'argument de l'intégrité, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Vous avez juste à dire, hey, allez lire l'avis sur le Kosovo. Puis, quand l'avis a été rendu, moi, je me rappelle, je pense que j'étais député à l'époque, il a fallu que je réagisse à ça. Ou pas, il ne l'avait pas trouvé drôle à Ottawa, l'avis de la Cour internationale de justice, parce qu'il se privait d'un argument qui avait toujours été l'argument massu pour dire qu'on n'avait pas le droit de faire un pays, nous, au Québec, parce qu'on allait porter atteinte à l'intégrité territoriale du Canada. Alors, gardez ça à l'esprit que le droit des peuples, là, à se disposer de même, on en est titulaire, le peuple québécois,
ça nous permet de décider si on veut, en l'exerçant ce droit d'être un État souverain indépendant, puis que l'argument de l'intégrité territoriale est irrecevable, inopposable. Alors ça, c'est le droit international public. Ensuite, on va parler du droit constitutionnel canadien maintenant. Alors, le droit du peuple québécois à disposer de lui-même, il n'est pas enchâssé dans la Constitution du Canada, dans les deux principales lois constitutionnelles, la loi constitutionnelle de 1867, qu'on appelait avant l'acte de l'Amérique nord-britannique, et la loi constitutionnelle de 1982, à laquelle le Québec n'a jamais consenti. Ni son gouvernement, ni son parlement, ni son peuple. Alors, cette loi-là, d'abord, est inopposable. Mais il n'y a pas de référence à l'idée que le peuple québécois, à l'intérieur du Canada, aurait un droit à disposer de lui-même. Il y a des droits collectifs des nations autochtones. Quand même, dans la Constitution de 82, il y a eu aux articles 25, la Charte et 35, la loi constitutionnelle, une certaine reconnaissance de droits collectifs, de droits ancestraux issus de traités aux nations autochtones. C'est vraiment la seule forme de droit collectif qui a été reconnue dans les lois constitutionnelles du Canada. Mais, vous êtes rappelé peut-être que le gouvernement de François Legault a convaincu l'Assemblée nationale de modifier unilatéralement la loi constitutionnelle de 1867 pour y faire ajouter deux articles sur les caractéristiques fondamentales du Québec. Les Québécois et les Québécoises et les Québécois forment une nation. C'est le nouvel article 90Q de la loi constitutionnelle de 1867. Et 90Q2, le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise. Alors, ces deux dispositions-là ont été intégrées dans la loi constitutionnelle unilatéralement parce que la loi constitutionnelle 82, puis avant elle, la loi constitutionnelle de 1867, permet à une province d'amender sa propre constitution. Et c'est l'article 45 de la loi constitutionnelle 82 qui a été invoqué pour ajouter ces deux articles. Mais vous voyez que même le gouvernement du Québec et le Parlement actuel n'est pas allé aussi loin que d'ajouter. Il aurait pu le faire, puis il y en a qui l'ont réclamé, d'ajouter, les Québécois ont le droit à disposer d'eux-mêmes. C'est peut-être implicite dans le fait que les Québécoises et les Québécois forment une nation, mais de toute évidence, le gouvernement Legault ne voulait pas aller aussi loin que ça. Puis, c'est un peu curieux, ces articles-là, au moment où on se parle, n'ont pas été déclarés constitutionnels, mais dans une des contestations de la loi 96, parce qu'il y en a beaucoup, la loi sur la laïcité, j'imagine, il y a tellement de contestations. La loi 96 est aussi maintenant devant les tribunaux, puis il y a un recours où on demande de déclarer inconstitutionnels ces deux articles-là. Parce que le Québec n'aurait pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça unilatéralement. Mais c'était quand même pour vous souligner que même si ça a été ajouté par nous unilatéralement, c'est pas assez, à mon avis, explicite sur la reconnaissance dans la Constitution du Canada que le Québec aurait le droit de disposer de lui-même et de devenir un État souverain indépendant notamment. Mais, c'est qui est arrivé au Canada? Puis, ça, on l'a vécu par les voix au Parlement à Ottawa. C'est qu'en 1995, ils ont eu bien peur à Ottawa. Hein? Ils ont eu bien peur. On est passé bien proche, on l'a gagné, ils nous l'ont volé, mais là, ils ne voulaient pas que ça recommence. Hein? Puis là, M. Dion, mon grand ami, mon grand collègue de l'Université de Montréal, l'ambassadeur du Canada à Paris, au moment où on se parle, M. Dion il avait convaincu M. Chrétien qu'il fallait faire un plan B. Et qu'il fallait donc trouver le moyen de faire comprendre aux Québécois que c'était fini. Il n'y en aurait plus de référendum. Et que là, regardez, c'était réglé pour l'éternité. Et donc, dans ce plan B, il y avait l'idée d'amener les tribunaux, la Cour suprême du Canada, à dire qu'on n'avait pas le droit
On n'avait pas le droit de faire sécession unilatéralement. Alors, M. Dion, son ministre de la Justice de l'époque, c'était qui déjà? C'était, en tout cas, il demande un avis à la Cour suprême du Canada. Il demande un avis pour, effectivement, amener la Cour suprême à dire au Québec on n'avait pas le droit, finalement, de faire ça unilatéralement. Puis en fait, il voulait surtout faire dire à la Cour suprême qu'on n'a pas le droit par tout. Puis les questions, c'était est-ce que le Québec a le droit de faire la sécession en vertu unilatérale, en vertu du droit international? Est-ce qu'il a le droit de le faire en vertu du droit constitutionnel? Puis si jamais il a le droit, là, c'est quel droit qui prime? C'est-tu le droit national ou le droit constitutionnel? 3 questions. Alors là, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, le gouvernement du Québec avait d'ailleurs décidé de ne pas se présenter devant la Cour suprême, puis de ne pas plaider. Puis là, on avait nommé un amicus courrier. Vous vous rappelez, là? Comment il s'appelait? M. Jolicoeur. M. Jolicoeur, qui était soutenu par André Binet, là, le constitutionnaliste André Binet. Et alors, ils ont plaidé, ils représentaient les intérêts de ceux qui étaient plutôt favorables à l'idée que le Québec avait un droit de sécession. Et alors là, ils ont délibéré longtemps, les juges, ça a été long, c'est le jugement ou l'avis, parce que c'est un avis, c'est un renvoi fait en vertu de la Cour suprême qui donne lieu à un avis. C'est pas un jugement, mais tu sais, quand la Cour suprême formule des principes et tout ça, c'est comme presque la même chose qu'un jugement, parce qu'ils vont les appliquer dans des jugements ultérieurs. Et alors là, la grande surprise. Et vraiment, là, je peux vous le dire, il n'y a personne qui s'attendait à ça. La Cour suprême, là, elle a dit que le Québec, en droit international, non, il n'y avait pas de droit de sécession unilatérale, parce qu'il y a aussi l'affaire de l'intégrité territoriale. Ça, c'est en 1998, c'est avant la vie sur le Kosovo 2010, là. Puis là, ils disent, pour le droit constitutionnel, finalement, ben oui, les provinces ont le droit, c'est écrit droit, the right en anglais, right to pursue secession, le droit de chercher à réaliser la sécession. Et sur quelle base? Alors la Cour suprême a inventé des principes constitutionnels, toutes sortes de principes, dont le principe de la démocratie et le principe du fédéralisme. Et la Cour suprême a dit qu'en vertu de ces 2 principes, il existe un droit pour les provinces de chercher à réaliser la sécession. Alors, les indépendantistes albertains sont bien contents, là, parce que d'autres aussi, ils peuvent dire « Hey, moi aussi, l'Alberta a un droit de chercher à réaliser la sécession. » Puis, pire encore, pour M. Dion, là, puis sa bande, là, la Cour a dit « En plus, il y a une obligation de négocier. Il y a un droit, mais si finalement, vous exercez ce droit, et vous voulez réaliser la sécession, les autres partenaires de la Fédération ont l'obligation de négocier. » Alors là, regarde, l'arroseur arrosé. Moi, j'ai toujours aimé ça dire ça. Dion, c'était l'arroseur arrosé, parce que là, la Cour suprême ne voulait pas de répondre aux questions comme il l'aurait voulu. Et la Cour a aussi inventé 2 conditions. Il faut une question claire, il faut une majorité claire. Puis là, je vous invite à aller un jour lire cet avis pour constater qu'il n'y a rien de clair là-dedans. Quand ils disent c'est quoi une question claire, ils ne disent pas vraiment qu'est-ce qui ferait qu'une question soit claire ou pas. Puis c'est la même chose de la majorité claire. Ils disent jamais c'est pas 50% plus 1, ou c'est 66, ou c'est 55% comme au Monténégro, mais ça c'est ce qui est après. Tu sais, vraiment c'est fou, là. Puis Paul s'en rappelle, nous autres, là, on trouvait rien de clair dans ce renvoi sur la sécession lorsqu'il s'agissait de la charte. Mais ils ont inventé ça. Ils ont dit OK, on vous reconnaît le droit, il y a une obligation, la condition que la question soit claire, puis la majorité soit claire. Mais là, ils étaient vraiment pas contents, là, M. Chrétien, M. Dion et toute leur bande. Alors, ils ont déposé, peut-être la prochaine, ils ont déposé le projet de loi
regardez le faux nom qu'ils ont donné à ça. Loi visant à donner effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans le renvoi sur la sécession du Québec. Loi sur la clarté. Le vrai nom, d'ailleurs, en français, c'est intéressant parce que le vrai nom, c'est loi de clarification. Mais en anglais, c'est Clarity Act. Et, alors là, il n'était pas content. Parce que la Cour suprême n'avait pas fait ça à leur goût. Alors là, ils déposent la loi sur la clarté. Puis qu'est-ce qu'ils disent dans la loi sur la clarté? Ils disent, on ne négociera pas, comme on a l'obligation de le faire selon la Cour suprême, s'il n'y a pas une question claire, puis il n'y a pas une majorité claire. Puis là, ils précisent un peu les choses, là, parce qu'ils disent, une question claire, c'est pas une question comme celle de 80 puis comme celle de 95. Ils disent, là, ils écrivent, là, regardez, elle porte essentiellement sur un mandat de négocier sans requérir de la population de la province qu'elle déclare sans détour si elle veut que la province cesse de faire partie du Canada. Puis l'autre, elle offre, en plus de la sécession de la province du Canada, d'autres possibilités, notamment un accord politique et économique avec le Canada. Ça, c'est le titre, l'entente du 12 juin entre le PQ et le Bloc et l'ADQ. Donc, on voulait dire, regardez vos deux questions, là, en 80 et 95, c'était pas clair. Puis là, nous autres, là, si c'est des questions comme ça, elles sont pas claires. Puis on va adopter une résolution de la Chambre des communes qui va dire c'est pas clair, et donc on n'a pas d'obligation de négocier. Puis là, c'était tout minuté pour qu'une résolution comme ça soit adoptée pendant une campagne référendaire, pendant la campagne qu'on aurait déclenchée. Vous imaginez? Alors là, puis en plus, il disait, ouais, ben même si finalement on admet que la question est claire, il y a une résolution de la Chambre des communes dans ce sens-là, on va quand même avoir le droit de décider si la majorité est claire. Puis là, regardez la clarté de la loi sur la clarté. Dans le cadre de l'examen en vue de déterminer si une majorité claire de la population de la province a déclaré clairement qu'elle voulait que celle-ci cesse de faire partie du Canada, la Chambre des communes prend en considération l'importance de la majorité des voix validement exprimées. Hey, ça, c'est clair. L'importance de la majorité des voix. C'est pas de 50% plus ça, c'est pas de... Juste important. C'est quand... Puis là, ensuite, le pourcentage des électeurs admissibles ayant voté au référendum, tous autres facteurs ou circonstances qu'elle estime terminants. Et ça, c'est clair. Non, c'est ça. C'est du n'importe quoi. Puis la loi sur la clarté, c'est ça. Puis, M. Bouchard, je pense qu'il avait oublié, là, quand il a fait des déclarations récemment, là, qu'on n'a pas accepté cette loi-là. Là. Au Bloc, là, avec Paul, Francine Lalonde, du CEP, on a tous voté contre. Moi, j'ai tenu le point comme ça, j'avais une rose dans mon point, il y a une photo, là, quand on a voté contre ça. Puis il y avait trois autres députés du Québec. Moi, un autre député du Québec avait voté contre, un conservateur. Je pense qu'il est député à Québec, quand même. Puis il y avait deux NPD. Il y a Sven Robinson, puis une députée de la Colombie-Britannique. Et tous les autres NPD avaient voté pour ça. Tous les libéraux avaient voté pour ça, bien sûr. Tous les conservateurs avaient voté pour ça. Mais quand on y pense, là, il y a 45 députés sur 75 du Québec qui avaient voté contre. Alors nous, là, notre principe, là, c'était cette loi-là, là, elle est inopposable au Québec. Là, non seulement parce que plus tard, le gouvernement et le Parlement disent que cette loi n'est pas acceptable, mais même au Parlement du Canada, le Québec, à travers 45 de ses représentants, n'a pas accepté cette loi-là. C'est ça qu'il va falloir faire rappeler à tout le monde, que finalement, là, cette loi-là n'est pas opposable au Québec. C'est fini, on n'en parle plus, là. On n'en parle plus, cette loi-là. Elle existe, une loi fédérale. En plus de ça, moi j'ai plaidé, d'autres, même des constitutionnalistes fédéralistes ont plaidé qu'elle était inconstitutionnelle, cette loi-là, parce que le Parlement fédéral ne pouvait pas adopter une loi comme ça. C'est comme une espèce d'amendement de la Constitution. On ne peut pas faire ça tout seul, adopter ça par le Parlement fédéral. Puis ensuite, elle pourrait même être déclarée
C'est ultra viresse, comme on dit, à cause de son imprécision. La loi sur la clarté déclarée inconstitutionnelle à cause de son imprécision, qui est un mode là, pour dire que une loi est inconstitutionnelle, de son imprécision, n'importe quoi, n'importe comment. Alors, la loi sur la clarté, c'est ça. Puis donc, pour moi et pour nous, et j'espère pour vous, c'était une façon très inélégante d'essayer de nier le droit qui venait de nous être reconnu par la Cour suprême du Canada. Et même l'obligation. Parce que quand on lit la loi, là, si vous allez, tout est orchestré autour de l'obligation de ne pas négocier. C'est ça, c'est une loi sur l'obligation de ne pas négocier quand on la lit comme du monde. Et alors, c'est ça, la loi sur la clarté. Et ça, c'est l'état du droit constitutionnel canadien dans l'état des choses en 2025, là, maintenant, où nous, on peut dire, là, hey, la loi sur la clarté, on oublie ça. Il y a la Cour suprême du Canada qui a statué sur l'état du droit. Mais le droit, là, le vrai bon droit, là, c'est celui que nous, on a adopté avec notre Assemblée nationale. Là, je vais vous parler du droit constitutionnel québécois. Alors, puis c'est intéressant, dans notre droit, disons, constitutionnel québécois, comme je vous ai dit, on a une constitution, vous savez, au Québec, une constitution qu'on présente comme étant matérielle. On a des lois fondamentales, on a des lois de nature constitutionnelle, et qui n'ont jamais été regroupées dans un document, c'est comme c'est le cas en France, par exemple, la Constitution de la Ve République, c'est un document. Mais on a des lois de nature constitutionnelle et on a un droit constitutionnel. Et donc, par exemple, la Charte de la langue française, qui est considérée comme une de nos grandes lois fondamentales, qui font partie de la Constitution matérielle du Québec, elle contient une référence au droit collectif. Hein? C'est intéressant ça. Puis ça, il faut le dire, il faut l'admettre, c'est Legault qui a fait ça. Non, c'est pas Legault. C'est l'Assemblée nationale qui, à l'invitation du gouvernement Legault, a fait insérer un nouveau préambule dans la Charte de la langue française quand elle a été modifiée par la loi sur la langue officielle et commune, virgule, le français, le projet de loi 96. Alors, il a fait ajouter un préambule où on parle du fait que, attendez, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne. Donc, c'était la première référence à l'idée qu'il y a des droits collectifs qui appartiennent à la nation québécoise. Pas le peuple, là, tu sais. Si c'est moi qui avais rédigé la loi, j'aurais mis peuple. Apparemment, j'aime mieux l'arrimage entre la terminologie du droit international et du droit interne, du droit québécois. Mais, tu sais, un bon départ. Oui, puis quelque part, vous savez, on a une assemblée nationale, on n'a pas une assemblée populaire, puis, donc, et c'est l'équivalent en quelque sorte, bien qu'il y a des gens qui font une distinction qui est une nation, un peuple, on pourrait y revenir si vous voulez tout à l'heure. Puis il y a aussi une deuxième loi où l'actuel Parlement, l'actuelle Assemblée a ajouté une référence au droit collectif, c'est dans la loi sur la laïcité de l'État, où dans le préambule aussi, le 8e paragraphe, on dit, considérant qu'il y a lieu d'affirmer la laïcité de l'État en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne. Donc nous, on l'a mis dans notre Constitution, dans nos lois fondamentales, la référence à nos droits collectifs, aux droits collectifs de la nation québécoise. Et la plus belle affirmation de nos droits collectifs, de notre droit collectif à disposer de nous-mêmes, à l'autodétermination, au droit de décider, c'est dans la loi qui avait été adoptée, vous vous rappelez, pour répondre à la loi sur la clarté. Puis la loi 99, on la connaît surtout comme la loi 99, mais elle a un grand titre, le nom comme ça, que j'oublie souvent, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Quand vous lisez cette loi-là, c'est comme présenté comme une espèce d'embryon de constitution
constitution. C'est vrai, dans sa structure, ça ressemble à une petite constitution. Alors, je ne sais pas ce que Simon Jolin Barrette va faire de cette loi-là, parce que ça ressemble beaucoup à une constitution. Mais regardez qu'est-ce qu'on a affirmé dans cette loi. Chapitre 1, premier chapitre, article 1, le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes. Est-ce que vous reconnaissez le texte de l'article 1 de la Charte des Nations Unies? On fait du copier-coller, c'est parfait, moi j'aimais ça. On se parlait, on se fondait sur le droit international. On continuait de plaider qu'on a le droit, en vertu du droit international, en utilisant le même vocabulaire. Puis là, on a ajouté quand même, regarde, le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Là, on a vu changer les mots, on n'a pas mis statut politique, là. On a ajouté régime politique, mais quand même. Le 3, le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en droit, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique, le statut juridique du Québec. Ça, c'était une réponse précise à l'idée que vos conditions là, de clarté de la question et clarté de la majorité, c'est pas vous qui décidez ça, c'est nous. Parce que regardez, là, vous, là, c'est dans l'effet de nos institutions que ça nous appartient de déterminer les modalités d'exercice, comment on adopte une question, quel est le libellé de la question, c'est quoi la majorité. Alors, c'est nous qui faisons ça. C'est pas vous à Ottawa. Vous l'avez fait? Ben, regardez, c'est cette loi-là qui est importante et qui compte. Puis, la meilleure, là, puis après, regardez toutes conditions de modalité d'exercice, notamment la consultation dans des faits que si elle est déterminée suivant le premier alinéa qui est l'affirmation de notre droit à disposer de nous-mêmes. Mais la meilleure, c'est le 4e paragraphe. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la loi sur la consultation populaire, l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes, plus un vote. Ça, c'est une majorité. C'est plus clair que ce qu'on a lu sur la loi sur la clarté, puis c'est certainement plus clair ce que les juges de la Cour suprême ont dit sur la clarté. Alors, on a dit, regarde, c'est 50% plus 1, c'est réglé. Et d'ailleurs, on peut se fonder sur la pratique internationale, parce que dans tous les référendums qu'il y a eu dans le processus de décolonisation, quand les Nations Unies formulaient les règles là, pour, quand des peuples ont fait des référendums, c'était toujours 50 plus 1. La seule exception, ça a été le Monténégro, parce que l'Union européenne a laissé entendre qu'il fallait une majorité de 55, et les Monténégrins ont fini par accepter. Quand ils ont fait le référendum, ils ont gagné à 55,7. Alors, s'ils n'avaient pas gagné, s'il y avait eu moins de 55, je pense qu'il y aurait eu un peu de grabuge. Parce que ça n'a pas d'allure, une règle autre que 50% plus ça, parce que finalement, tu donnerais à la minorité des voix la victoire. C'est illogique, c'est condamné. Surtout quand tu consultes le peuple. Quand c'est un référendum, les majorités qualifiées, 66, 75, ça justifie parfois quand c'est un vote du Parlement. Parce qu'au Parlement, les députés ne représentent pas nécessairement 50% de la population de leur circonscription qui sont élus. Alors là, il y a une justification pour des majorités qualifiées. Mais quand c'est un référendum, il n'y a pas de justification. C'est 50% plus 1, la règle. Et on l'a dit, et on l'a écrit, c'est dans notre constitution matérielle du Québec. Alors, si vous voulez, on garde des questions pour la fin, mais j'achève. C'est pas une question, c'est un commentaire. Terre-Neuve est entrée dans le Canada en 1949 avec 50,2%. Exactement. C'était le deuxième. Après deux référendums. Exactement. Donc, il y a un précédent qu'ils ne peuvent pas annuler. Il est là. Exactement. C'est un autre précédent qu'on peut évoquer pour le 50% plus ça, pour dire que notre règle est bonne. On va prendre les questions, les commentaires à la fin, s'il vous plaît. Et j'achève. Je m'excuse. Alors, donc, je vous ai présenté l'état du droit
national, du droit canadien, du droit québécois. Alors là, on m'a demandé aussi de vous parler de la façon de défendre ce droit. Alors, j'ai quelques idées sur la défense de ce droit. Comment on va défendre le droit d'exercer nous-mêmes et d'amener les Québécois, les Québécoises à s'exprimer dans le cadre d'un référendum où on exerce notre droit collectif par des votes vraiment, c'est vrai, individuels, à disposer de nous-mêmes, à choisir notre statut politique. Alors, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que c'est peut-être une bonne idée d'avoir une nationalité québécoise. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus au Québec. On a toujours hésité de créer notre propre nationalité ou citoyenneté parce qu'on est dans le Canada. Puis, il devrait en avoir juste une, puis on n'a même pas le droit d'avoir notre propre citoyenneté ou nationalité. D'abord, la pratique même internationale révèle qu'il y a beaucoup d'États qui ne sont pas souverains, où il y a une nationalité. Dans le canton de Genève, les Genevois ont une nationalité genevoise. Puis à côté, dans le canton de Vaud, ils ont une nationalité vaudoise. Puis d'ailleurs, pour avoir la citoyenneté suisse, il faut avoir d'abord une nationalité cantonale. Puis c'est vrai dans d'autres pays, c'est même vrai au Canada, parce qu'il y a une nation autochtone, les Nisga'a, en Colombie-Britannique, qui ont créé une citoyenneté Nisga'a, puis ce qui peut être cumulé avec la citoyenneté canadienne. Donc, si quelqu'un vous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous attribuer une nationalité québécoise, ils sont dans les patates. Parce qu'on aurait le droit. On peut le faire. Et la question, c'est est-ce qu'on devrait le faire? Alors, moi, je trouve que c'est une façon peut-être de défendre le droit d'autodétermination parce que si on crée une nationalité québécoise, qu'est-ce qu'on peut faire avec en perspective du référendum? On peut dire, là, pour voter au référendum, ça ne suffit pas d'avoir la citoyenneté canadienne. Il faut que vous ayez la nationalité québécoise. Puis pour avoir la nationalité québécoise, il faut que vous ayez, par exemple, résidé au Québec pendant 1 an, par exemple. Mais là, tricher, là, à 6 mois de l'élection, puis donner beaucoup de nationalités, là, vite, là, comme on a fait en 95, ça ne marcherait pas. Parce que là, les gens n'auraient pas la nationalité québécoise. Parce que ça prend un certain temps pour trouver de la résidence. Alors, vous allez voir, il pourrait y avoir un débat. Je ne sais pas si Simon Jolin Barrette va mettre ça dans son projet de constitution. C'est pas impossible. Le rapport Rousseau, comment il s'appelait son collègue Proulx, Sébastien Proulx, l'ancien anarchiste libéral qui co-présidait la commission, a proposé qu'il y ait la nationalité québécoise. Mais en tout cas, pour nous, qui voulons un pays, qui voulons avoir des règles qui permettent que s'expriment dans un référendum les personnes qui ont un lien avec le Québec, un lien réel avec le Québec, ben ça pourrait être une façon de permettre un exercice qui soit beaucoup plus, légitime de notre droit à disposer de nous-mêmes. Puis, il me semble que ça ne suffirait pas, parce qu'il y aurait peut-être encore du monde qui aurait le goût de tricher, là, puis de faire comme en 95. Alors, on pourrait peut-être émettre une carte d'identité nationale. Il y a une nationalité québécoise. On va faire une carte d'identité nationale. Moi, j'aimerais bien ça en avoir une, parce que quand je présente ma carte d'assurance maladie pour voter, moi, je ne peux même pas présenter de permis de conduire, j'ai jamais conduit de tout dans ma vie. C'est où le passeport canadien. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Présenter son passeport canadien pour voter dans une élection québécoise ou un référendum. Non, on aurait peut-être une carte d'identité nationale, puis là, ce serait pas mal plus facile de surveiller ceux qui veulent tricher, parce qu'ils présentent leur carte. Puis, tu sais, moi, je me disais, il y a eu beaucoup d'objections. M. Chevrette avait fait faire des études à l'époque, puis il voulait ça, puis à un moment donné, le PQ a dit non, faites pas ça, c'est trop compliqué. Il y a toutes sortes de questions d'accès à l'information, puis de vie privée. Hey,
aujourd'hui, en cherchant une photo, là. Puis là, j'ai manipulé un peu ma photo, vous m'en excuserez, c'est un peu une photo truquée. Là. Ça, c'est une carte d'identité nationale française. C'est écrit République de France en haut, dans la vraie, là, dans la de Madame Gaëlle, Maëlys Gaëlle Marie, là. Mais moi, j'ai mis Québec. Tu sais, puis je sais pas si on ferait ça, mais les Français, leur carte d'identité bilingue. Français-anglais. Peut-être pour des raisons internationales. Mais là, avec une carte comme ça, là, je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de fraude. Puis, c'est ça que je présenterais, moi, là, quand je voterai au prochain référendum. Moi, je serais fier d'avoir ma carte d'identité nationale du Québec. Là. Puis, alors donc, pour défendre notre droit, moi, je pense que c'est une des choses auxquelles on doit vraiment réfléchir. Créer une nationalité et l'accompagner de l'émission d'une carte d'identité nationale. D'ailleurs, j'ai de très bons souvenirs que quand Mme Marois était députée avec moi, on a déposé le projet de loi 195 sur l'identité québécoise. Moi, j'avais déposé le projet de loi 185 sur la Constitution québécoise. Puis dans la loi sur l'identité québécoise, il y avait créer une nationalité ou citoyenneté. Je pense que moi, j'ai préféré nationalité pour distinguer ça de la citoyenneté canadienne. Parce que, tu sais, si on la crée quand on est encore dans le Canada, il va y avoir encore une citoyenneté canadienne. Puis il y avait l'idée de l'émission d'une carte d'identité. Et ce projet de loi avait été adopté, on était dans l'opposition, puis c'est sûr que ce ne serait pas adopté. Alors, donc il y a ça. Ça, c'est la première mesure que j'envisagerais. Et puis je veux la soumettre à votre discussion. Prochaine diapo. Il y en a 3. Après, on va faire les questions. À la deuxième, j'ai trouvé une image là, pour essayer d'illustrer les lois de blocage. Pourquoi? Parce qu'au référendum de 1995, vous savez ce qui est arrivé? On a acheté beaucoup de billets d'avion. Et on a beaucoup réservé de chambres d'hôtel à Montréal pour faire le fameux love-in. On nous aimait. Et on est venu par milliers du reste du Canada avec des billets d'avion qui avaient été payés par on ne sait pas qui. Puis on devrait travailler fort, là, nous autres, pour essayer d'avoir l'information de la commission Grenier, là, qui ne veulent pas rendre public. Là. Et ça, c'était des contrats qui ont été faits en Ontario, ailleurs. Puis là, les billets d'avion étaient achetés là. Les chambres d'hôtel avaient probablement été payées d'Ontario là, pour qu'ils résident pendant 3-4 jours là, jusqu'au référendum du 30 octobre. Et ça, c'est des millions de dollars qui ont été investis, qui ont dépassé la somme que le camp du non avait le droit. Alors, moi, j'ai pris l'exemple, vous savez qu'il y a des pays qui font des mesures pour essayer d'empêcher l'application extraterritoriale des lois. Les États-Unis sont les meilleurs là-dedans. Eux autres, là, ils essayent d'appliquer leurs lois partout dans le monde dès qu'il y a un lien avec une compagnie qui est américaine et qui est à l'étranger. On essaye d'appliquer les lois américaines, même si c'est en territoire étranger. Et il y a des lois de blocage qui ont été adoptées par des pays, y compris le Canada. Le Canada a sa propre loi de blocage. La Chine le fait aussi. Puis, alors moi, je pense qu'on devrait adopter une loi de blocage ou des règles du gouvernement qui auraient comme fonction de protéger l'intégrité du processus référendaire, de faire en sorte que la loi sur la consultation populaire qui crée des comités du oui, des comités du non, qui prévoit des limites dans les dépenses pour les deux comités, pour qu'ils ne soient pas dépassés. Puis ça serait compliqué, c'est un mécanisme compliqué, mais c'est possible là, d'empêcher les hôtels. Tu dis aux hôtels, là, ici, là, au Québec, partout, là, vous n'avez pas le droit de faire des contrats pendant campagne référendaire de location de chambres de gens qui viennent de partout au Canada. Là. Et les billets d'avion, là, tu dis aux compagnies d'aviation, tu dis aux. Regarde, c'est pas vrai là, que vous allez mettre des billets d'avion juste pour ça. Là. Ça serait compliqué, mais il faut vraiment envisager ça. Parce que la prochaine fois, là, si vous imaginez, là, moi je pense que la troisième fois, on gagne. Là. Regarde,
J'avais 203 dans le bon sens. On va gagner la prochaine fois. Puis là, vous imaginez l'arsenal. Ça commence, déjà. On le voit, là. Ça commence. Il faut se doter de notre propre arsenal. Et des fois, ça veut dire des lois, des règles, puis on va prendre exemple sur ce qui se fait dans d'autres domaines, sur des lois de blocage, de mesures extraterritoriales en matière commerciale. Alors ça, j'ai eu cette idée-là depuis longtemps, puis je me rappelle d'en avoir parlé à Bernard Landry quand il était premier ministre ou chef de l'opposition. Il trouvait que c'était une bonne idée. Mais bien sûr, lui, les affaires commerciales, comme vous le savez, il y avait beaucoup de change, il y avait beaucoup ça. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait pour défendre notre droit à l'autodétermination, pour pas qu'on nous vole un autre référendum, et donc pour qu'on fasse en sorte que notre loi sur la consultation populaire, qui est une des plus démocratiques au monde, c'est rare qu'il y ait des processus référendaires qui sont régis par autant de lois qui visent à assurer l'égalité des partis. Alors, donc ça, c'est une mesure. Puis la dernière mesure que j'avais à l'esprit, c'est l'idée d'avoir des observateurs internationaux. Ça, on en a beaucoup parlé, on en a souvent parlé, et on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. On a eu beaucoup de journalistes internationaux, surtout au dernier référendum. Là. Moi, je me rappelle, j'avais été invité à participer à des émissions, je pense que c'était du réseau ABC ou NBC ou CBS. Eux autres, ils étaient débarqués là, la veille, parce que là, on nous annonçait qu'on allait gagner. L'autre, ils voulaient être là, ils voulaient être témoins du oui. Là. Mais ça, c'était des journalistes. C'était pas des observateurs qui peuvent dire avant la campagne, pas juste pendant, avant, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est dit dans les journaux, est-ce qu'il y a l'égalité, les débats, Radio-Canada, est-ce que Radio-Canada ou RDI, je pense que ce serait plus comme en 95, RDI. Rappelez-vous de ça? RDI venait juste d'être créé. Puis il y avait plein de journalistes là, qui étaient pas mal excités de l'idée que le Québec devenait indépendant. Puis il avait dit, c'est pas RDI, c'est RDI. Mais là, avec Patrice Roy et les autres, je pense qu'on ne peut pas penser que ça leur ressemblait à 95. Alors, des observateurs internationaux qui vont avoir la mission de vérifier l'intégrité du processus, qui vont être là. Ça peut avoir un effet dissuasif. Les gens qui veulent se toucher, là, ils vont savoir qu'ils vont être surveillés. Puis là, moi, je ne m'inquiète pas du tout d'avoir des volontaires. Puis il faut que ce soit surtout des internationaux. Des fois, il y a des observateurs nationaux aussi, mais on pourrait penser qu'on les dirait pas impartiaux. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis catalans, écossais, gallois, allemands, qui sont tout à fait disposés à venir observer notre référendum pour voir si nos adversaires respectent les règles. Ou si nous, on respecte les règles aussi, quand même, il faudrait qu'ils vérifient. Alors moi, je n'ai pas d'inquiétude, mais je pense qu'on devrait modifier notre loi sur la consultation populaire pour prévoir très précisément les modalités, la façon dont la mission serait composée, puis comment il ferait rapport, puis mais l'idée d'être là avant et pendant, peut-être un peu après, il me semble c'est important. Alors, c'est la troisième mesure que je soumets à votre attention, puis je termine en concluant qu'une des autres idées que j'avais eues, peut-être, c'est aussi, c'est que dès qu'on prend le pouvoir, dès que le premier acte de l'Assemblée nationale, dans la 45e législature, je pense que la prochaine va être la 45e, quelques jours après la victoire du 5 octobre, que l'on réaffirme notre droit à disposer de nous-mêmes dans un acte solennel de l'Assemblée, le premier acte de l'Assemblée, puisqu'on s'en va faire un référendum pour faire un pays. On reprend un peu l'article 1er, 2, 3, 4 de la loi 99, puis on fait ça. Puis on commence comme ça. C'est comme ça que ça commence la législature où Paul Saint-Pierre Plamondon va être premier ministre avec un beau conseil, puis des grands députés de qualité, beaucoup de jeunes, peut-être aussi des gens d'expérience, comme M. Lévesque. M. Lévesque s'était entouré
de gens d'expérience aussi. Hein. Vous imaginez Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Jacques-Yvan Morin. Si je me rappelle bien, vous avez vu, c'était assez impressionnant. Il y avait 9 personnes autour de la table qui avaient des doctorats. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même assez spécial. Puis tout ça, je pense que on est peut-être dans d'autres temps, là, mais je crois que ce serait important de faire un acte comme celui-là. Puis là, on verra après qu'est-ce qu'on fait, quels sont les autres. Mais puis, j'ai relu le petit rebâtir le conduit de Paul Saint-Pierre Plamondon. Après ça, j'ai remarqué d'ailleurs que lui proposait qu'il y ait des observateurs internationaux. Il proposait aussi qu'il y ait une carte d'électeur. Il appelle ça une carte d'électeur. Alors, c'est quelque chose qui est déjà acquis, là, qui pourrait être fait. Il y a d'autres idées qui circulent, y compris, donc que je fais circuler sur l'idée que l'on ait aussi peut-être un acte très solennel qui dirait aussi que la loi sur la clarté, là, c'est inopposable. On commence comme ça aussi. Là. On dit, regarde, on a le droit de disposer de nous-mêmes, puis en passant, là, la loi sur la clarté, là, elle n'existe pas pour nous. Elle n'existe pas pour nous. Et nous, on va de l'avant, et on va faire le référendum comme on veut, on va poser la question. Peut-être qu'on ne posera pas la question dans les mêmes termes qu'en 80 et 95. Peut-être qu'elle va être un peu plus courte. Peut-être qu'elle va être un peu plus courte. Puis que peut-être si on fait ça, il n'y aura pas de débat sur la question. Puis on n'aura pas de débat sur la question, puis on va passer. Mais finalement, il y a toujours un débat sur la question. Alors que finalement, la question, tout le monde la comprend à la fin. Voulez-vous que le Québec devienne un pays? Ils mettent ça sur les affiches. C'est séparation ou non. Ils ont fait ça pendant les 2 référendums. Donc la question, à la fin, est simple. Puis on va trouver oui ou non. Puis je termine en vous citant Guy Rocher. C'est que j'ai beaucoup connu, moi, M. Rocher, parce que c'était mon collègue à la faculté de droit. Il était devenu un professeur de la faculté de droit, même si c'est un sociologue. Probablement le plus grand sociologue de ça. Moi, j'avais d'ailleurs fait mon cours de sociologie au collège avec l'introduction à la sociologie de Guy Rocher dans les années 70. Et alors, M. Rocher était aimé, adoré de tout le monde, de ses collègues, ses étudiants. Vous savez que quand il a pris sa retraite à l'âge de 85 ans, il y a eu une pétition des étudiants pour lui demander de ne pas prendre sa retraite. Parce qu'il était tellement aimé, les étudiants voulaient qu'il devienne leur directeur de recherche là, un jour, puis il ne pouvait plus parce qu'il prenait sa retraite. Alors, dans une citation qui est rapportée par Gilbert Paquet, dans un article de l'ancien ministre et député du Parti québécois, Gilbert Paquet, Guy Rocher d'Indépendance, je pense qu'il a été publié hier. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je pense que c'est une belle façon de terminer cet exposé. Depuis les années 80, puis c'est peut-être un peu d'introspection du Parti québécois, de ses leaders des dernières décennies. Donc, depuis les années 80 et surtout 90, les gouvernements québécois successifs se sont comportés en gouvernement d'une province canadienne avec un accord tacite de l'opinion publique québécoise. En même temps, le centralisme fédéral n'a cessé de chercher à réduire ou limiter la capacité d'action de l'État québécois, qui avait activement contribué à la Révolution tranquille. Mais l'héritage de cette Révolution tranquille demeure, qu'il faut reprendre et revitaliser dans le projet de l'indépendance. Avec les jeunes générations, il ne manque qu'un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est la prochaine élection du Parti québécois. Merci. Bravo! Merci infiniment, M. Cook. Je pense que je parle au nom de tout le monde. On aurait tous aimé être aux étudiants. Parce que pour ma part, je suis allé beaucoup plus à mes cours, je tiens à le dire. On est un peu en retard sur le programme, donc on va prendre quelques questions. Je vous invite, s'il vous plaît, pas de commentaires. Je sais que vous en avez beaucoup. On pourra les partager à un autre moment. Des questions?
La concision, c'est un art qui se cultive. Donc, 30 secondes la question. Je vous invite à venir en avant. Je vais vous donner le micro, puis M. Turk pourra répondre. Donc, je vous invite à venir faire la file si vous avez des questions à poser. Oui? Peut-être je peux en prendre deux pour voir. Merci de ces merveilleux enseignements, monsieur. Alors, je m'appelle Carole Vachon, je suis dans le comté de Jean-Thomas. Alors, là, il y a une chose qui est importante, c'est il y a un gros éléphant dans la pièce. Tout le monde comprend. Alors, là, on est en train de ressentir quelque chose. Il faut s'unir pour l'affronter. Mais il reste quand même une chose. La seule façon de défendre nos intérêts, c'est de le faire nous-mêmes. Alors, pourquoi on essaie de vouloir faire front avec le reste du Canada pour se sentir plus fort vis-à-vis des États-Unis? Et que là, on est toujours en train de se faire de payer pour ça. Alors, je pense que l'objectif que l'on a, c'est de voter pour nous. Puis si ça complique la vie de Donald Trump, ben, il faut être le 52e État. Merci beaucoup. On va prendre deux autres questions de suite. Aujourd'hui. Au niveau de la carte de citoyenneté, moi, la question que je me pose, c'est les Premières Nations. On sait qu'il y a probablement des Canada, mais je pense qu'il y en a pas de vote. J'espère que ça y est pensé. Merci. Sur la carte de citoyenneté qui pourrait aussi être émise pour les Autochtones, les nations autochtones, et que le droit de vote soit aussi accordé en conséquence. Avant de poser ma question, je vais quand même faire une petite 10 secondes pour passer un commentaire. Monsieur le directeur régional, Mathieu, je crois, a quand même fait une omission quand il a présenté M. Turk. M. Turk est un acteur, et un très bon acteur qui a joué dans un grand film qui s'appelle Chers électeurs, il est gratuit sur le site de l'ONF. Manuel Foglia, le fils du regretté. C'est un beau film, moi je l'aime beaucoup ce film-là. Nous aussi. La question. Est-ce que la déclaration de M. Carney du Canada, qui est adoptée par le Canada officiel, pour déclarer l'État palestinien comme un État indépendant, est-ce que ça ne pourrait pas être un jalon important, ça, dans notre lutte pour une souveraineté? Est-ce que c'est quelque chose qui ne pourrait pas nous servir? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je peux peut-être répondre aux trois premières questions. Moi, oui, mais sur M. Trump, là, moi, regarde, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'atome crochu, même si, avec lui, même si j'ai les mêmes initiales. Des fois, les gens m'appellent Daniel Trump. Plutôt que de me fâcher, là, je leur dis que la seule chose en commun que j'ai avec lui, c'est des initiales. Et ça s'est fait même à la radio de Radio-Canada. Puis un jour, un de mes étudiants vient voir et ça dit, avez-vous entendu ça? Il y a quelqu'un qui a dit que Daniel Trump est un professeur à l'Université de Montréal. Et non, il ne faut pas se fâcher contre des faites comme M. Rocher, faites bienveillant. Oui, c'est pas gentil. Mais moi, je trouve que le Québec devrait se tenir debout devant Trump. C'est épouvantable ce que Carney a fait dans les dernières semaines, surtout avec ses règles sur le numérique, là, où il a abandonné toutes nos prétentions de devoir avoir une certaine souveraineté numérique, puis avec les rapports qu'ont fait Clément et ses collègues, notamment sur la découvrabilité, tout ça, de notre culture. Alors donc, moi, j'ai toujours pensé qu'on devait tenir tête, de se tenir debout, parce qu'en plus, c'est les seuls gens qui respectent. Les gens qui baissent pavillon, qui s'agenouillent devant lui, ils ne respectent pas du tout. Alors bon, M. Legault, c'est bien plate à dire, là, mais il ne se tient pas debout devant Trump, puis il est toujours d'accord avec Carney, puis il tente Carney, maintenant il trouve bien bon, mais moi je ne le trouve pas bon du tout, là, sur ces questions-là, et bien d'autres. Alors, sur la deuxième question, c'était sur la citoyenneté des Autochtones. Alors, vous savez, je crois que le Parti québécois et ses gouvernements ont toujours eu, dans leur relation avec les Autochtones, une attitude plutôt positive.
tu sais, les grands accords de la baie James, l'accord de la paix des Braves avec M. Landry, ça a été fait après des controverses, c'est sûr, surtout l'accord sur les cris de la baie James, il y avait une injonction, puis tout ça. Mais la paix des Braves, c'est un modèle intéressant. Alors, on doit poursuivre ça, on doit aller dans cette direction-là, puis on doit, sans penser que les nations autochtones vont être nécessairement d'accord avec le projet d'indépendance, être très politique là-dessus. Et à mon avis, dire et tenter de les convaincre que dans un Québec souverain, l'autonomie gouvernementale qu'ils réclament, ils vont l'avoir. On a déjà prévu dans ces motions qu'on a adoptées en 1984 et 1985 sous M. Lévesque, qui était très aimé, très respecté par les nations autochtones. Alors, on a beaucoup de travail à faire, de dialogue. On a peut-être aussi la responsabilité de souscrire à la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, parce que ça va être un geste qui va être très, très apprécié, et un dialogue qui mènerait peut-être au fait que certaines personnes appartenant aux nations autochtones vont vouloir voter, vouloir exprimer, et on va voter peut-être non, mais il y en a peut-être qui vont voter oui. Rappelez-vous que Max Gros-Louis avait dit aux gens de voter pour le Parti québécois après la paix des Braves. Il avait dit voter pour le Parti québécois, alors c'est pas impossible. Alors donc je pense que c'est une attitude de respect, de dialogue qui va nous amener à convaincre à un certain moment les nations autochtones, peut-être certaines plus que d'autres, les Gros-Wendat, ici à Québec, que les Mohawks sur l'île de Montréal ou dans la région de Montréal. Mais je crois qu'il faut avoir une ouverture. Il est temps d'avoir un pacte, un grand pacte avec les 11 nations autochtones. Et je crois qu'ils vont être ouverts à un dialogue s'ils ont le sentiment que le Parti québécois est très sincère dans sa volonté d'avoir un dialogue d'égal à égal. La paix des Braves, là, la Convention, elle commence par, c'est un traité d'égal à égal, de nation d'égal à égal. C'est pas rien, ça. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça dans le monde. Au Canada, dans le reste, on n'a pas fait ça, puis aux États-Unis encore moins. Puis la troisième question sur la Palestine, la reconnaissance de la Palestine. Moi, ça faisait longtemps que je souhaitais que le Canada fasse ça. Il a traîné de la patte, là, il y en avait 140 avant lui. Puis, alors là, oui, effectivement, c'est un autre précédent d'une reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples palestiniens. C'est sûr que c'est probablement un peuple colonial au sens du droit des Nations Unies, mais toute reconnaissance nous aide parce qu'elle met le Canada en contradiction avec lui-même quand, si on vote, nous, pour l'indépendance, pourrait-il ne pas nous reconnaître alors qu'ils ont reconnu la Palestine? Puis le Kosovo aussi. Le pire, ça a été le Kosovo. Quand le Canada a reconnu le Kosovo, après que le Kosovo ait fait une déclaration unilatérale d'indépendance que la Cour nationale de justice n'a pas considérée comme étant illégale en vertu du droit national. Ce qui veut dire, d'ailleurs, il faut se le dire, là, si le Québec fait une déclaration unilatérale d'indépendance un jour, parce que le Canada ne veut pas négocier, même si on a voté oui à 55-60%, si on fait une déclaration unilatérale d'indépendance, c'est pas illégal. C'est pas illégal en vertu du droit international. Nous, on va dire ça. Mais là, dites-nous pas que c'est illégal. La Cour nationale de justice a dit que c'est pas illégal. Merci beaucoup. 3 dernières questions. Je vous invite à être succinct. Si on demandait 55% du vote pour faire l'indépendance ou pour gagner le référendum et qu'on posait la question, est-ce que vous tenez encore à demeurer dans la Confédération? Est-ce qu'il exigerait 55% des voix pour qu'on demeure dans la Confédération? On a la même réponse, oui, quoi? Non. 50% qu'il faudrait. Et Terre-Neuve, comme vous l'a rappelé tout à l'heure, c'était ça la règle. 50% plus 1 pour devenir membre de la Fédération. Moi, je trouve qu'il faudrait revenir un peu à l'esprit de Jordan Lévesque. Jordan parlait beaucoup d'association. C'est parce que le Code fédéral parle beaucoup de séparation. C'est négatif. C'est négatif. Si on parlait plus d'association,
surtout l'Ouest, commence à se réduire. Si on disait, regardez, 1877, il n'y a pas besoin aux autochtones de mettre en place, ils ont pas respectent même pas leur propre constitution quand ça devient dans la santé, qui viennent dans l'éducation. C'est une affaire qui est désuète. Si on allait comme ça pour les forcer dans la à dire au lieu de présenter ça comme son séparé. Je pense que vous voyez, moi je trouve que l'idée pour les évêques de parler d'association, de voir comment on peut la faire, ça serait peut-être quelque chose. Puis mal, Alors, peut-être les deux autres questions. Celle-là, je la retiens, puis vous allez voir, il y a des choses qui se passent sur cette question-là. Ma question, c'est, après toute votre expérience, qu'est-ce qui explique l'attachement et l'intérêt du reste du Canada envers le Québec? Alors, René Lévesque, là, qui est aussi comme mon idole, comme M. Morin, comme Guy Rocher, là, on a le droit à nos idoles, on a le droit à nos mentors, c'était plus Jean-Pierre Morin. Mais M. Lévesque, c'est pour ça, moi, que j'ai fait de la politique, c'est pour ça que j'étais indépendantiste, que je le suis pour le reste de ma vie, jusqu'à qu'on ait un pays. Et M. Lévesque, quand il a voulu convaincre le Parti libéral du Québec, en 1967, il a publié un texte qui s'appelait « Un Québec souverain dans une Union canadienne ». Ça, c'est le premier texte fondateur du mouvement de souveraineté association et ultérieurement du PQ. Puis ça conduit à la création du MSA, du PQ, puis dès le début, le Parti québécois a toujours proposé que le Québec devienne souverain, mais qu'il y ait une association avec le Canada. Il y en a été question en 80 dans le référendum, en 95, ça a été le partenariat. Puis au Bloc québécois, nous, on avait fait un travail, moi j'avais présidé, Paul était membre aussi de ce comité d'études sur quelle forme pourrait prendre le partenariat avec le reste du Canada. Ce qui a toujours été clair pour M. Lévesque et pour tous ceux qui ont suivi, c'est que c'est un pays, le Québec. C'est un pays souverain. Dites-nous pas là, que si on est dans une union canadienne ou une association Québec-Canada ou un partenariat économique et politique Québec-Canada, qu'on n'est pas un pays. On n'a pas un siège aux Nations Unies, puis on n'a pas nos ambassades, puis on n'a pas nos consulats partout dans le monde. Non, moi, là, j'ai toujours été de grave. On va être un pays, et l'association, le partenariat avec le Canada, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Pourquoi? Parce que, peut-être vous en conviendrez avec moi, les Québécois, les sondages le révèlent encore. Puis là, ce qui est arrivé avec Carney, où les Québécois, finalement, sont fortement plus canadiens qu'ils étaient avant, ou temporairement, peut-être. Mais je me rappelle avoir lu un article où, en 80, je pense que c'est 80-95, où c'était intitulé « Les Québécois ont le Canada dans la peau ». Les Québécois ont le Canada dans la peau. Mais ça se comprend. Nous étions les Canadiens. On était les Canadiens. Puis en plus, ils nous ont volé notre hymne national. Puis ils ont pris la feuille d'érable. Puis je ne sais pas quoi encore, là, beaucoup d'autres affaires. Là. Donc c'est un peu normal, peut-être pour les plus anciennes générations, que pour les plus jeunes générations, qu'il y a cette idée qu'il faut peut-être maintenir un rapport plus étroit avec le reste du Canada, même si on devient souverain. Mais peut-être la donne change maintenant. Parce que là, c'est peut-être pas une Union canadienne à 2. C'est peut-être une Union canadienne à 5. L'Ontario, pourquoi l'Ontario ne serait pas un pays? Ils ont 16 millions d'habitants, tu sais, puis c'est un pays riche, là, tu sais. Et pourquoi pas l'Ouest ou l'Alberta, en tout cas, qui a des velléités, la Colombie-Britannique. Pourquoi les maritimes ne font pas leur propre union à l'intérieur de l'union? Alors, vous voyez, il va y avoir, à mon avis, comme c'est arrivé en 1995, un débat, à un moment donné, si on veut continuer de s'intéresser à cette relation, puis si on est capable de convaincre les Québécois, peut-être davantage
de vouloir l'indépendance s'il y a un projet d'union canadienne qu'on va proposer sans obliger les partenaires. Mais vous imaginez quelle belle révolution ça serait pour le Canada, au lieu d'être un pays super centralisé, comme c'est en train de le devenir, où plein d'autres provinces maintenant ont des velléités plus autonomistes et même indépendantistes. L'Alberta, la prochaine, c'est la Saskatchewan, là-bas, probablement Terre-Neuve, un jour bientôt, si on refuse de faire passer le pipeline avant le Québec. Là. Alors donc, ça mérite réflexion, ça. Mais il faut mettre l'accent, ce qu'on a peut-être pas suffisamment fait dans les deux référendums, sur le fait qu'on veut d'abord et avant tout être un pays indépendant et souverain. C'est ça qui est le plus important. Puis l'Union canadienne, si c'est possible, s'il y a une ouverture au Canada, peut-être que nous, on va être fins comme les Français et les Allemands, puis d'autres États membres de l'Union qui vont accepter de mettre en commun les compétences. C'est comme ça que d'ailleurs c'est écrit dans la Constitution française. La Constitution française dit que la République accepte de mettre en commun des compétences avec l'Union européenne. C'est une espèce de partage des compétences. Ce n'est pas un partage de la souveraineté. L'Union n'est pas souveraine. La France est souveraine. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la France qui va nous reconnaître et pas l'Union européenne. Et la dernière question, c'était... Est-ce qu'il y en avait une autre? Oui. C'était quoi l'autre déjà? Je n'ai pas pris en main. Du Canada. L'intérêt ou l'attachement du reste du Canada pour le Québec. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est contre nature, c'est d'avoir un pays fracturé en deux et de séparer le Canada. M. Bourassa, Robert Bourassa, il était de cet avis-là. Lui, là, il disait que ça n'avait aucun bon sens de fracturer le pays. Puis les autres Canadiens, je pense qu'ils étaient bien d'accord avec lui. Puis je me rappelle d'un débat que j'avais eu avec M. Bourassa. M. Bourassa, après son mandat, il était devenu professeur, invité dans notre faculté de droit de Montréal. Il avait son bureau à côté du bien. Puis il était fin. M. Bourassa, c'était un gentilhomme. C'était vraiment un homme intéressant. Puis il s'intéressait beaucoup, d'ailleurs, à l'Union européenne, aux communautés européennes. Sa fameuse question de Bruxelles, quand on l'avait expulsé du pouvoir, puis il allait à Bruxelles étudier, puis là, il s'intéressait à l'Union européenne, à la communauté européenne. Alors, M. Bourassa, dans cette auditoire où il y avait Stéphane Dion, puis il était méchant avec M. Bourassa. Il dit, moi, je vais me protéger, M. Bourassa. Je disais, juste contre Stéphane Dion, regarde, votre père, mon père, vous avez le couteau sur la gorge, là, tu sais, puis là, vous avez même laissé entendre, vous pouvez peut-être vous-même faire l'indépendance. M. Bourassa, je ne suis pas à l'aise avec ça, moi, je l'ai défendu. Mais, vous savez, quand je lui ai posé la question, moi, à M. Bourassa, il disait que c'est un non-sens géopolitique. C'est ça qu'il dit. C'est un non-sens géopolitique, la souveraineté du Québec. Puis là, je lui disais, ben oui, mais voyons donc, c'est pas un non-sens géopolitique. Regardez l'Europe. Regardez, l'Union européenne, pas de frontières. Là, il y en a peut-être un peu plus qu'avant, il y a eu plus de contrôle qu'avant, mais l'accord de Schengen fait que on prend un train à Paris, puis on s'en va à Bruxelles, on n'a pas besoin de montrer le passeport, rien. C'est comme il y a une libre circulation, ce qui serait tout à fait possible entre le Québec et l'Ontario et les Maritimes. Alors, donc, c'est là peut-être l'intérêt d'une proposition, encore une proposition qui pourrait aller dans le sens d'une libre circulation, puis peut-être l'enjeu, ça va toujours être pour nous qui voulons être plus indépendants qu'on a été, c'est combien on cède de pouvoir à l'Union, parce que même en Europe, maintenant, l'Union a beaucoup de pouvoir, puis il y a des tendances à la centralisation, même dans l'Union européenne. Alors, c'est pour ça, je crois, c'est peut-être aussi pour des raisons économiques, parce que, quand même, le Québec, c'est une puissance économique. Puis on va être le 20e pays le plus riche du monde. Quand on va devenir un pays, même plus, puis un pays vert en plus, alors, ils veulent nous garder. Ils veulent nous garder. Moi, j'aimerais bien ça, qu'ils soient comme les Tchèques, puis qu'ils nous disent, comme les Tchèques, on dit aux Slovaques, OK, allez-vous-en. Allez, on accepte
que vous soyez indépendant, là, puis on va négocier ça comme il faut, puis ça va arriver le 1er janvier 1993. C'est ça qui est arrivé en Tchécoslovaquie quand il y a eu la séparation de la République slovaque. Et vous savez, c'est intéressant parce que je me rappelle d'avoir été au bloc, ou à Ottawa, quand j'étais député du bloc, il y avait une délégation slovaque qui était venue au Parlement d'Ottawa. Puis là, il y avait plein de députés slovaques de plein d'autres partis. Puis là, on avait une rencontre avec eux, puis il y avait des députés libéraux, conservateurs, NPD. Puis à la fin de la réunion, je demande aux délégués de la Slovaquie, l'indépendance, là, c'était une bonne idée. Si c'était à refaire, la referiez-vous, votre indépendance? Tout le monde dit, ben oui, ben voyons donc. Puis là, les libéraux et les conservateurs n'avaient pas trouvé non. Reviendrez-vous en arrière? Jamais. Ça, c'était tous des Slovaques de toutes sortes de partis différents. Alors, vous voyez, inquiétez-vous pas, là. Quand on va déclarer l'indépendance, on va devenir indépendant. On va le rester longtemps. Et on va être indépendant pour le reste de l'existence de la vie collective. Vous avez donné une bonne main d'applaudissements pour M. Gold.